Bonjour à tous, il est 18h30 heure de Paris, 16h30 en temps universel. On dirait que c'est la météo marine qui va arriver. Non, pas du tout. C'est un webinaire organisé par ISOC France qui va commencer. J'espère que vous nous entendez bien et merci de votre participation. Je suis sûr que nous allons être rejoints rapidement et je vous propose que nous commencions. Donc, d'abord, je voudrais remercier Esther Gomme et Olivier Crépin-Leblond qui nous ont rejoints et qui vont chacun intervenir. Comme vous pouvez le voir, le confinement commence à se déconfiner, mais certains, Olivier et moi-même, n'avons pas encore été chez un quelconque coiffeur, donc vous ne nous en voudrez pas pour l'état de notre système pileux. Donc, ce premier webinaire organisé par ISOC France a pour objectif de discuter quelle gouvernance d'Internet à l'aube de la crise Covid-19. On a bien évidemment à prendre en compte que le déconfinement a commencé en France et dans un certain nombre de pays, et il nous semblait intéressant de nous questionner le jour d'après. Le jour d'après sera sur un certain nombre de sujets, dont celui de la gouvernance d'Internet. La crise sanitaire a mis en exergue le rôle central d'Internet et son impact tant sur la société que sur le social, mais aussi sur les questions environnementales, sur les usages de l'Internet et malheureusement beaucoup aussi sur la question économique qui devient de plus en plus prégnante. En même temps, la question du réseau et de ses capacités, pour que tout le monde puisse accéder dans de bonnes conditions à l'Internet, est aussi une question qui est en face de nous. Et donc, il y a une série de webinaires organisés par ISOC France qui vont nous permettre de réfléchir à ce jour d'après. Et nous discuterons des questions de souveraineté numérique, de modalités de gouvernance d'Internet, la question de la nécessité d'une éducation numérique standard ouvert. Donc, nous commençons par celui-ci qui est sur la gouvernance d'Internet à l'aune de la crise Covid-19. Donc, je ne l'ai pas fait au début, je vais le faire rapidement. Je suis Sébastien Bacholet, président d'honneur d'ISOC France, administrateur de la FNIC, et je suis aussi président de la structure qui regroupe les utilisateurs d'Internet au niveau européen dans le cadre de l'ICANN qui s'appelle Euralo. Mon prédécesseur était Olivier Crépin-Leblond, qui, avec Esther, se présenteront lors de leur première intervention. Chacun a sa définition de la gouvernance de l'Internet. On va commencer par discuter autour de cette question-là. Comment est-ce qu'on le définit? Il faut savoir qu'il y a eu un groupe de travail qui s'est penché sur cette question en 2005 lors du sommet mondial de la société de l'information. Et leur définition a été suivante. Il faut entendre par gouvernance de l'Internet l'élaboration et l'application par les États, le secteur privé et la société civile dans le cadre de leurs rôles respectifs de principes, normes, règles, procédures de prise de décision et programmes communs propres à modeler l'évolution et l'utilisation de l'Internet. Et donc, je vais proposer à Esther de commencer. Et est-ce que cette définition correspond à ce qui se passe au Cameroun et à ta propre expérience? Mais tout d'abord, s'il te plaît, merci. À toi, Esther. Ok, bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez? Oui, parfait, c'est parfait, vas-y. Allô, allô? D'accord. Alors, je suis Esther Ngom. Je suis de Internet Society Cameroun depuis décembre 2019. Je suis avocat au barreau du Cameroun et mandataire propriétaire intellectuelle. Et également, je suis impliquée dans la recherche et l'enseignement en matière de propriété intellectuelle et droits du numérique, d'où mon intérêt pour Internet Society et des activités similaires. Alors, pour répondre à la question posée par Sébastien,
on voit dans la définition qui est donnée lors de ce sommet mondial qu'il y a une implication de plusieurs acteurs d'Internet en dehors des États. Malheureusement, dans notre zone, au Cameroun et dans le reste du continent, on est plus dans une gouvernance d'Internet avec un top-down. Donc, les États, particulièrement au Cameroun, l'État rédige les normes et la communauté tech et les autres intervenants, les utilisateurs finaux, ne sont pas forcément impliqués à tous les stades de la gouvernance d'Internet, ce qui est à regretter parce qu'après, on a des textes qui peuvent être difficiles à appliquer sur le terrain, qui ne tiennent pas compte des réalités que les utilisateurs et la communauté technique peuvent avoir sur le terrain. Mais sinon, cette définition, c'est celle qui devait être, et on espère qu'avec la crise de Covid, moi, j'aurai une opportunité. Il y aura plus de collaboration, plus d'implication de toutes les parties prenantes au niveau de la gestion d'Internet et de la préparation des normes. Voilà. Merci beaucoup, Esther. Olivier, tu as une expérience riche et variée à tous les niveaux de la gouvernance d'Internet, en Grande-Bretagne, en Europe et dans d'autres pays et régions, et aussi au niveau mondial. Peux-tu prendre 2 ou 3 idées forces non sans être d'abord présenté, s'il te plaît. Olivier, à toi. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, je suis Olivier Crépin-Leblond. Ça fait un bon moment que je suis sur Internet, disons novembre 1988, donc ça fait très longtemps déjà. Je suis impliqué, volontaire à l'ICANN, dans différents groupes de travail. Je suis aussi le président du chapitre britannique de l'Internet Society. Et aussi dans le directoire de Eurodic, qui est le forum de gouvernance Internet européen, grand forum européen. Et puis d'autres trucs à droite à gauche. Au niveau de la gouvernance d'Internet et de la définition de la gouvernance, je pense plutôt, moi, à une administration collective. Une administration collective, c'est-à-dire que collectivement, on administre un réseau composé d'autres réseaux qui supportent des services qui sont eux-mêmes tous indépendants. Et souvent, les gens ont des problèmes pour comprendre le mot gouvernance. Ils pensent plutôt gouvernement, ils pensent plutôt… et c'est normal parce que, bien sûr, comme Esther l'a dit, dans beaucoup de pays au monde, la gouvernance, c'est les gouvernements, c'est du top-down. Donc, j'aime bien utiliser le terme administration d'Internet. Alors, ma propre expérience en Angleterre, les gouvernements, bien sûr, on parle souvent de gouvernement, je pense qu'il n'y a pas un gouvernement, je pense que ce sont plutôt des ministères, souvent des ministères qui ont des idées différentes les uns des autres. Donc, c'est un peu déjà difficile de voir avec lequel discuter. Et puis ensuite, au niveau des acteurs du système de multiparties prenantes, il y a bien sûr le secteur privé qui est souvent là parce qu'ils ont un intérêt direct. Souvent, ils ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas d'intérêt direct, hein, c'est le contraire. Il y a la communauté technique, comme on en a parlé. Eux, bien sûr, c'est eux qui ont créé Internet, donc eux seront toujours bien actifs. Société civile qui n'est souvent pas assez financée pour vraiment pouvoir prendre part à tous les meetings qui se passent et jusqu'à récemment des meetings qui se passaient souvent en face à face, donc pas mal de voyages. Et puis des utilisateurs finaux, bien sûr, qui sont là et qui, en fait, pour moi, sont l'Internet, parce que l'Internet n'est pas l'Internet sans les utilisateurs. Avant l'Internet, il y a eu beaucoup d'autres réseaux qui ont existé, qui étaient des réseaux privés pour certains réseaux qui étaient, disons, des réseaux qui marchaient avec une société qui les faisait marcher. Je parle ici de CompuServe, par exemple. Il n'avait pas autant d'utilisateurs que l'Internet et c'est grâce au fait qu'il y a tellement d'utilisateurs que ça a amené les services. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense, c'est de voir quelle serait l'alternative à un système multipartie prenante.
Et une alternative que beaucoup de pays d'ailleurs supportent, parce que pour eux, c'est un système qui est beaucoup plus régulé, il y a plus de stabilité, plus de règles préétablies avec des standards précis, des décisions prises au niveau des pays, et qui pourraient donner un Internet peut-être plus sûr, puisque les problèmes de cybersécurité sont connus, et peut-être avec plus de structure, il y aurait plus de sécurité, parce qu'on pourrait tout de suite mettre des règles en place, un système plus contrôlé, pas nécessairement plus stable ou plus robuste, parce que quand on parle de contrôle, on parle de la réduction de la redondance, c'est-à-dire du nombre d'interconnexions qu'il y a, et avec moins d'interconnexions, l'Internet pourrait être peut-être moins stable et moins robuste qu'il est aujourd'hui. Et puis, on pourrait aussi revoir l'innovation à ce moment-là, parce qu'un système vraiment contrôlé d'une manière multilatérale, à ce moment-là, donc exclut certains acteurs. Et je parle du secteur privé et de tous les innovateurs, de toutes les personnes qui ont des idées incroyables et qui veulent le mettre sur le réseau. On a connu des régimes qui étaient beaucoup plus contrôlés avant Internet. Je parle ici du temps des monopoles à l'époque où les télécommunications ont très peu bougé pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et je pense qu'il faut éviter de se retrouver dans une situation pareille, parce que ce n'est pas avec un plan à 5 ans ou à 10 ans que l'on fait de l'innovation. Souvent, l'innovation, c'est vraiment qu'est-ce qui va se passer ces 3 prochains mois, parce qu'il est très difficile de savoir ce qui se passera plus tard. Donc, voilà mes idées un peu au niveau de gouvernance d'Internet, parce que pour moi, c'est un tout qui n'est pas seulement le côté administration d'Internet au niveau de faire en sorte que ça marche, ou au niveau des lois, au niveau légal, mais c'est un tout qui inclut aussi le business, qui inclut tout ça. Puis bon, j'ai un peu déjà trop parlé, donc voilà, merci. Merci Olivier. Pour suivre ce que vient de dire Olivier, je suis totalement d'accord avec lui. Je pense que un des problèmes de la définition du sommet mondial de la société de l'information, c'est qu'il y a des acteurs qui ont été oubliés et des acteurs qui, somme toute, sont importants. Un des premiers, c'est la communauté technique de l'Internet, car sans elle, ce serait difficile de faire fonctionner et tourner l'Internet. Mais il manque aussi les organisations intergouvernementales, et on s'est bien rendu compte que quand on a organisé le forum sur la gouvernance de l'Internet au niveau mondial dans les locaux de l'UNESCO à Paris, et que le rôle d'une structure comme l'UNESCO, une organisation intergouvernementale, était très importante. Alors, bien évidemment, il ne faut pas leur donner toutes les clés, mais il faut eux aussi qu'ils soient là. Si on veut une gouvernance équilibrée, il faut trouver les moyens que chacun des parties prenantes soit effectivement présente. Et puis, il manque dans cette définition, me semble-t-il, même si on peut dire qu'elle est en partie dans la société civile, mais je reste persuadé que c'est beaucoup plus large que ça. Ce sont les utilisateurs actuels et à venir finaux, donc les personnes individuelles qui sont des utilisateurs d'Internet. Ces utilisateurs sont très nombreux et ils ont des usages et des besoins très variés. Et donc, si on n'entend pas leur voix, si on imagine que l'un peut parler au nom de tous les autres, c'est un risque si lui-même n'est pas en contact avec tous. Les expériences d'usage de l'Internet dans des pays, dans chaque pays est différent. Les contrats qu'on peut avoir, les relations, la bande passante, le coût, etc. sont très variés. Et donc, pour que l'Internet continue d'évoluer et servir l'ensemble des utilisateurs, il faut que leur voix puisse être entendue. Et avec un objectif, c'est de permettre à tous d'accéder à Internet de manière simple et économique. Et donc, c'est pour ça que c'est important que nous soyons tous autour de la même table, même si depuis quelques mois, elle n'est que virtuelle. Je suis persuadé qu'elle va rapidement nous permettre d'être à nouveau, de temps en temps, à un coin ou l'autre du monde, ensemble et de vive voix. Merci donc Esther et Olivier. Esther, est-ce que tu as des commentaires à faire sur ce que Olivier et moi-même venons de dire au regard de la question de gouvernance de l'Internet?
Faut que tu ouvres ton micro, Esther. Le bouton en bas à gauche, parce que ça reste rouge chez toi, donc je pense qu'on ne peut pas t'entendre. On a entendu un petit bruit, là, réessaye. Oui, là, ça devrait aller, là. Vas-y, à toi. D'accord. Je disais que je partage votre avis. On ne devrait pas voir la gouvernance juste sur le plan de la législation. Il y a l'aspect business qui va être de plus en plus prégnant parce qu'il y a clairement un avant et un après Covid. La plupart des entreprises, du moins de notre côté, qui n'étaient pas présentes en ligne, qui n'offraient pas vraiment de services en ligne, sont en train de migrer. Du coup, il faut prendre en compte cet aspect business et donc le point de vue des utilisateurs finaux, des entreprises qui sont dans le secteur de la communauté tech. Il faut que ce soit plus global et que toutes ces personnes puissent être à la table quand on décide des orientations de la gouvernance d'Internet. Merci, Esther. Olivier, il y a une question dans le chat qui fait suite à notre première intervention et qui est intéressante. Je ne sais pas si tu as des éléments, mais que pensez-vous à l'aune du Covid de la conclusion du panel de haut niveau de l'ONU? Est-ce que tu as suivi ces éléments-là? Est-ce que tu as quelques mots à nous dire là-dessus, s'il te plaît? Alors, en effet, oui, merci Sébastien et merci pour la question, Henri. C'est pas quelque chose sur lequel je me suis vraiment focalisé, mais en effet, j'ai lu le processus, j'ai suivi le processus, lu le rapport, vu un peu comment ça se passe. Je trouve souvent que dès qu'on parle de high-level panel, un système de high-level, ça a toujours une connotation assez théorique. Souvent. Je pense qu'il y a des bonnes idées qui ont été qui sont développées là-dedans. Le problème que j'ai souvent avec ces rapports, c'est que à partir du moment où on a des choses qui sont assez théoriques, un peu comment dire académiques dans un certain sens, on se dit bon, comment est-ce que ça se traduit sur le terrain? Et c'est là où on essaye de faire souvent trop de généralités dans ces rapports parce que le terrain est très différent, que l'on soit basé à Ouagadougou, à New York, à Paris, à Moscou. Le terrain est différent au niveau physique, le terrain est différent au niveau politique. Et il est facile de faire des grands plans en disant, ben voilà, tout le monde doit avoir accès à l'Internet, l'Internet doit être le moteur du développement de chacun. Ce sont des il y a des bonnes idées là-dedans, mais moi j'aimerais voir quelque chose quand même qui va un peu plus loin et spécialement au niveau local, et voir comment est-ce qu'on prend des rapports comme celui-là et qu'on le transporte au niveau local et qu'on en fasse quelque chose avec. Je pense que tout le monde est d'accord de faire la promotion de ce qu'on appelle Digital Trust, de toutes sortes de services et que l'on puisse régler toutes sortes de problèmes dans le monde grâce à Internet. Maintenant, comment au niveau local? Et est-ce qu'en plus de ça, une fois qu'on a tous ces rapports, est-ce que ça sera financé ensuite? Parce que toute mise en place coûte quelque chose. Alors, il est simple de signer un papier et de dire, ben voilà, tout le monde souscrit à ces principes. Mais une fois les principes regardés et étudiés, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, voilà ce que j'en pense. C'est intéressant, mais c'est encore, vous savez, il y a eu tellement de papiers qui ont été faits, tellement de rapports qui ont été faits avec le temps. Je me dis souvent, est-ce que ça sert à quelque chose au bout du compte? Oui, politiquement, probablement, mais au niveau local, c'est beaucoup plus compliqué. Merci Olivier. Je voudrais rajouter sur ce sujet-là, il y avait vendredi et samedi dernier un certain nombre de 4
répétition de la même série de réunions sur ce sujet-là. Et j'ai participé à une. Je sais que Lucien a participé à une autre. Je ne sais pas quelles sont les conclusions des quatre, mais ce qui était très intéressant, c'est que la conclusion auquel nous arrivions, c'était que des 3 propositions qui étaient sorties du panel de haut niveau, il n'y en avait pas une où on disait oui, banco, j'achète. Il y en avait une qui avait un peu plus de soutien, c'est celle qui s'appelle IGF+, mais les deux autres avaient des caractères qui pouvaient être intéressantes autour de la participation de l'ensemble des acteurs, ne pas rajouter comme dans IGF+, trop de sous-groupes, sous-machins, sous-trucs, et puis et donc plutôt essayer de trouver un mélange entre les 3 solutions, et c'est un des travaux qui va être mené, sachant qu'il va y avoir au mois d'octobre, sur ces sujets-là, une réunion autant que possible qui seront ouvertes, où l'objectif c'est de faire participer les citoyens, et donc je suis persuadé que ISOC France se servira de cette réunion proposition pour organiser une réunion spécifique en ligne ou en physique pour qu'on puisse discuter de ces questions-là. Mais c'est un des problèmes, c'est bien que ce soit de haut niveau, mais il faut que la voix de l'ensemble des utilisateurs et de l'ensemble des parties prenantes soit prise en compte. Donc la question qui reste, quelle que soit la solution qui va être adoptée, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les utilisateurs finaux puissent participer réellement et pas en étant des citoyens de troisième zone parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer ou parce qu'ils ne parlent pas la bonne langue ou parce qu'ils n'ont pas l'ensemble des connaissances sur tout. Et donc, c'est un des éléments sur lesquels il va falloir continuer de travailler. Et ça m'amène à revenir à une des questions, c'est que cette discussion-là, est-ce que le fait qu'il y ait la crise du Covid-19 et une obligation pour beaucoup de travailler de chez soi ou d'ailleurs, pour certains de ne pas travailler du tout, pour certains de continuer à travailler dans des conditions de santé, de sécurité sanitaire difficiles à poursuivre. Qu'est-ce que ça a changé, si ça a changé quelque chose, du côté de la gouvernance d'Internet? Olivier, je te passe la parole. Merci Sébastien. Ben d'abord, une chose que je voulais dire, c'est qu'au démarrage du confinement, je ne sais pas si ça a l'air d'être il y a déjà tellement longtemps, mais au démarrage du confinement, on nous a d'abord dit au niveau technique, attention, attention, Internet va s'effondrer. Va s'effondrer parce qu'on va tous être à la maison, on va tous travailler depuis la maison, on va solliciter ce réseau d'une manière dont il n'a jamais été sollicité avant, et donc ça ne marchera plus. Et puis, bon, on a eu bien sûr quelques ennuis quelquefois au niveau local, dans certains coins, qui avaient peut-être moins de bandes passantes, mais finalement, au niveau global, on voit qu'Internet a réussi à s'adapter très facilement parce que il y a une multitude d'opérateurs mondiaux qui ont fait face aux problèmes d'une façon assez rapide et au changement de trafic. Et il y a en effet non seulement eu un changement de trafic, mais il y a aussi eu beaucoup plus d'attaques au niveau informationnel parce que certains petits malins se sont dit, tiens, on est peut-être dans une période de changement au niveau du réseau, essayons de faire effondrer le tout. Puis ça ne s'est pas passé comme ça ne s'est pas effondré. Et puis, il y a aussi eu pas mal de gens qui n'avaient rien à faire à la maison, donc qui ont commencé à regarder des systèmes de vidéos en ligne. Je ne vais pas les nommer, mais vous les connaissez bien. Et donc là, ça pousse vraiment beaucoup dans la bande passante. Alors, au niveau de gouvernance Internet, oui, le problème que l'on a au démarrage, c'est le problème de ne pas pouvoir se rencontrer face à face. Et lorsqu'on a un système intergouvernemental de gouvernance où il y a des règles préétablies, des meetings qui vont se faire peut-être une fois par mois ou une fois par semaine, en ligne, etc., et avec des processus qui durent très longtemps, parce que souvent, ce ne sont pas des processus d'un mois, 2 mois, 3 mois, on regarde des plans à plusieurs années.
À ce moment-là, et je parle plusieurs années, regardez par exemple les négociations du Brexit. Ce n'est pas un truc qui va se faire en 6 mois et ça fait des années qu'on en discute. Donc, ça prend quand même pas mal de temps. Je pense que là, le fait de travailler en ligne et des téléconférences affecte moins. Alors que sur la gouvernance d'Internet, et toute personne qui a pris part à des groupes de travail dans l'ICANN, par exemple, confirmera qu'on a l'impression d'être toujours pressé. Il faut toujours finir tout ça à toute vitesse. Donc, on va avoir plusieurs heures par semaine au téléphone et tout. Et ensuite, on va avoir le grand meeting au bout de quelques mois où on pourra régler tous les problèmes que l'on n'a pas pu régler en ligne. Le problème maintenant, c'est qu'on n'a plus de grands meetings face à face. Et donc, pouvoir régler les problèmes qu'on n'a pas pu régler en ligne, et il est clair qu'il y a quelquefois des choses qui sont assez compliquées parce que ce n'est pas une question de qui a raison et qui n'a pas raison. Souvent, ce sont des négociations. Et dans les négociations, souvent, le côté humain prime la chose. Et quand on voit quelqu'un comme ça sur un écran, ben, il y a quand même une certaine distance. Il y a cette barrière où on n'a pas le feeling de l'autre personne. On voit une certaine image, on voit juste un petit coin de là où il travaille, mais c'est tout. Et il n'y a pas cette possibilité de discuter avec les gens entre les meetings. Et donc, moi, ce qui me fait un peu peur au niveau de gouvernance Internet multipartie prenante, c'est qu'elle souffre. Elle souffre de ça, alors qu'en attendant certaines autres modes de gouvernance qui sont beaucoup plus top-down ne souffrent peut-être pas autant que celle que nous avons ici avec des multiparties prenantes. Donc, pour moi, la crise Covid-19 a vraiment, et le confinement a vraiment affecté ça. Maintenant, bon, un jour, évidemment, on pourra tous recommencer à voyager, etc. Le deuxième problème que je vois maintenant, c'est la crise économique qui nous guette, qui est d'ailleurs bien réelle. Et souvent, lorsqu'on a cette gouvernance multipartie prenante, on a parlé du financement de cette gouvernance. Souvent, ce sont des sponsors qui vont aider certaines parties qui ne peuvent pas s'autofinancer d'être amenées à la table des négociations et des discussions. Et lorsqu'il y a des crises, les sponsors se font rares. Et avec moins de sponsors, il y a moins de représentation à la table et ça devient un peu plus difficile. Donc, voilà ce que je vois pour l'instant et j'espère qu'on trouvera un moyen de continuer à soutenir cette gouvernance multipartie prenante. Merci Olivier. Esther, veux-tu réagir à ce qui vient d'être dit et nous donner ton expérience à toi sur ce sujet-là? Merci Sébastien. Je partage l'ensemble de ce que Olivier a dit, particulièrement sur la question des échanges, du côté humain des échanges. C'est d'autant plus important de notre côté que culturellement, on préfère toujours les échanges face à face plutôt que les échanges en ligne et virtuels. Et donc, c'est un gros problème qui a été posé quand la crise a commencé. J'ai eu une réunion avec l'autre ministère des télécoms et ils avaient été chargés par le gouvernement d'organiser le télétravail et toute cette utilisation d'Internet pour travailler par le gouvernement. Et la question qu'ils posaient à chaque fois, c'était la sécurité. Et puis, nous, on préfère les échanges face à face parce que ça permet de cerner la personne qui est en face de nous. Du coup, beaucoup de projets, de réunions, de choses qui étaient programmées ont été repoussées sine die parce qu'ils ont encore du mal à aller faire tout par des réunions virtuelles. Donc, on espère que avec les réunions qu'on fait avec eux pour leur dire que de toute façon, il y aura un avant et un après Covid. Donc, ils ne pourront plus travailler exactement comme ils faisaient avant. Il faudra plus de e-government, plus de télétravail, plus de réunions en ligne avec les autres. On espère que ça va changer un peu cette perception-là. Mais c'est un gros problème parce que il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses qui sont suspendues parce qu'ils ne veulent pas faire de réunions. Ils ne peuvent plus faire de réunions physiques avec les autres acteurs, la communauté technique, les utilisateurs finaux. Ils ne peuvent pas faire de réunions physiques et ils ne veulent pas, pour plusieurs raisons, aller faire les réunions en ligne parce qu'ils se disent qu'il y a un problème de sécurité, il y a un problème de souveraineté. On ne sait pas qui écoute.
Et parce qu'ils préfèrent, culturellement, on préfère les contacts physiques et les réunions face à face. Donc, c'est une problématique qui est plus prégnante encore de notre côté, de ce côté de la planète. Merci beaucoup, Esther. Je pense que c'est un élément très important et je dirais que de tous les côtés de la planète, il a fallu s'adapter à cette nouvelle façon de faire. Il est clair que toutes les structures globales, régionales et même locales ont dû annuler les réunions physiques et organiser des réunions en ligne. Et donc, après Covid-19 et cette pandémie, ou pendant, le mot le plus à la mode a été toujours Zoom, en faisant très attention à la situation de ce que j'appelle la Zoom fatigue, parce que de fait, aujourd'hui, pour organiser une réunion comme celle-ci, ben, c'est relativement simple. Il suffit d'une annonce sur Internet, il suffit d'envoyer un certain nombre de mails. Et donc, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Mais si on vous avait dit on fait la même chose, mais physiquement à Paris, bah, pour prendre un exemple, même s'il n'y avait pas eu des problèmes de transport, bah, faire venir, pour qu'Esther vienne du Cameroun, que je vienne de Bourgogne, qu'Olivier vienne du sud de la France, bah, ce serait beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et je suis persuadé que les participants viennent aussi de différents endroits. Donc, à la fois, c'est simple d'organiser quelque chose comme ça, mais en même temps, c'est tellement simple de le faire qu'il y a eu une débauche de réunions. On avait déjà souvent des réunions multiples au même moment. Là, en ce moment, je suis censé avoir 2 autres réunions. Donc, c'est un des problèmes qu'il faudra prendre en compte, c'est-à-dire que on ne se mette pas à passer notre vie à avoir 5 réunions en ligne en même temps et même dans la journée, il faut aussi qu'on fasse d'autres choses. L'autre conséquence, ça a été pour beaucoup de se mettre à faire du télétravail, ce qui a eu beaucoup de mal à se mettre en place pendant des années. Tout d'un coup, ça devenait possible. Et je sais par expérience, dans le petit village de Bourgogne où j'habite, où je m'occupe d'un centre social, du jour au lendemain, l'ensemble des personnes a dû travailler depuis chez eux. Heureusement, on venait de mettre à jour le système d'information qui permettait cela, la mise en place d'un réseau privé virtuel, etc. Mais un des problèmes qu'on a eu, c'est que les gens ils habitent dans des endroits où il n'y a pas obligatoirement la bande passante, qu'il n'y a pas obligatoirement les bonnes connexions Internet, mais ça, on peut se dire, bah oui, c'est comme ça, c'est chez eux. Mais même là où nous avons nos bureaux, si on demandait à l'ensemble du personnel de se connecter en même temps, puisqu'ils devaient travailler en même temps, et sur le même serveur, ben, ça ne fonctionnait pas. Il n'y a pas assez de bande passante. Nous attendons avec grand intérêt la fibre. Et je pense que la crise du Covid a mis en avant, a montré qu'il fallait que cette mise en place de réseau soit pas seulement le fait de quelques spécialistes, mais qu'elle réponde aux besoins des utilisateurs et pas obligatoirement à ah ben oui, mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça? Oui, ils ont besoin de ça. Et donc, vivement la fibre jusqu'à la maison pour tous, pour toutes, dans tous les pays, ce serait vraiment génial. Voilà quelques éléments. Est-ce que ces choses-là vont avoir une, une évolution sur la gouvernance de l'Internet, sur l'Internet en général et sur sa gouvernance? Il y a une question dans le chat qui dit est-ce que vous pensez qu'il faut renouveler Internet, par exemple, au vu des projets chinois ou russes ou encore RINA? Alors, je vais commencer, puis je vais vous passer la parole, Olivier et Esther. Avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, soyons sûrs que ce qui nous est proposé
n'est pas un retour en arrière du style au moment où on avait des réseaux et où on était censé être complètement dedans. Si on était utilisateur d'AOL, ben, on ne pouvait aller que sur les sites d'AOL. Si on était chez Microsoft, c'est que Microsoft. Si on était chez CompuServe, c'était que CompuServe. Et je pense que l'Internet et son évolution dans les années fin des années 80, dans les années 90, a été un élément important de l'accès pour tous ceux qui étaient connectés, mais à l'ensemble des ressources. Donc, je ne suis pas certain que ce qui nous est proposé permette d'une part d'avoir une gouvernance multi-acteurs, où nous aurions aussi notre voix, et qu'elle permette d'avoir quelque chose qui soit aussi ouvert, même si je trouve que ça devrait être encore plus ouvert que l'Internet d'aujourd'hui. Olivier, est-ce que je peux te passer la parole? Oui, merci Sébastien. C'est intéressant parce que en fait, demain, je préside j'ai le droit de le dire, mais je préside un colloque dans le jour 0 de l'Eurodig. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Eurodig, allez sur eurodig.org. C'est le forum de gouvernance Internet européen qui va démarrer demain. Et aujourd'hui, je crois que c'est le dernier jour pour pouvoir vous enregistrer pour. C'est enregistrement gratuit et tout. Et donc, oui, il y a une session demain, je crois que c'est à 6h30, que je préside avec certaines personnalités d'Internet et d'autres pour discuter exactement de cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Internet est encore ce fameux réseau qui peut soutenir le monde avec tous les services? Est-ce qu'il est approprié aux services d'aujourd'hui? Ou est-ce que petit à petit, il commence à devenir un peu désuet, un peu vieux et qu'il faut quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, comme par exemple le projet chinois ou russe ou ces projets de remplacement de l'Internet ou même pour la 5G où on nous dit, ben oui, mais la 5G va avoir besoin de services différents, avec des priorités, avec un temps de réponse très, très court et ça, Internet ne peut pas le faire. Je pense qu'au niveau technologique, peut-être qu'il devrait y avoir une évolution. Il y a une chose que l'on oublie souvent, c'est que l'Internet, c'est un réseau de réseaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de changer tout l'Internet pour pouvoir accepter des nouveaux services et des services qui ont besoin de certaines priorités différentes. On peut connecter ce réseau, donc c'est un réseau supplémentaire, pour le réseau 5G par exemple, qui aura ses propres règles, ses propres système technologique et qui pourra s'interconnecter avec l'Internet. Bon, c'est pas aussi facile que ça, mais il y a des possibilités de le faire. À côté de ça, Sébastien, tu as en effet posé la question principale qui est si on va remplacer certaines parties, certains services d'Internet par quelque chose de nouveau, est-ce que la gouvernance sera la même? Est-ce qu'on aura un système multi-acteurs de gouvernance dans un nouveau réseau 5G ou dans un nouveau réseau qui n'utilisera pas le protocole d'Internet TCP/IP, mais qui utilisera un autre protocole? Ou est-ce qu'on finira par un autre réseau qui sera entièrement régi d'une manière multilatérale? Et c'est là où je pense qu'il y a le danger. La technologie en elle-même n'est pas un problème, parce que toutes les technologies aujourd'hui qui sont développées par des personnes fantastiques, des technologies qui sont comme super. Ces technologies en général marchent plutôt bien, mais le problème, c'est la gouvernance qui risque d'être une opportunité pour certains pays de dire, ben voilà, on a un nouveau réseau, maintenant on a des nouvelles règles. Merci Olivier. Esther, est-ce que tu veux prendre la balle au bon? Ton micro a du mal à s'ouvrir, visiblement. Il ne te répond pas. Voilà, c'est bon, il ne te répond pas au doigt à l'œil, mais là, on va t'entendre. C'est les joies de la technique. Tout le monde est connecté et la bande passante, c'est pas trop ça. Sur la question dans le chat, est-ce qu'on devrait renouveler Internet? Je pense qu'on devrait, comme tu as dit, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain,
Mais on doit adapter en fonction des nouvelles contraintes qui se posent. Et c'est vrai qu'il y a la même crainte que certains pays, qu'on ne va pas citer, en profitent pour passer par les mailles et créer de nouvelles règles. Mais c'est clair, on peut clairement pas continuer avec l'Internet et sa gouvernance telle qu'elle était faite avant. On a vu avec le Covid qu'il y a beaucoup de questions à régler, des questions techniques sur la bande passante, sur l'accès, le coût, les nouvelles utilisations. Il faudrait repenser ça, mais par qui? Qui va le faire? Est-ce qu'il y aura un consensus global de tous les pays sur comment on adapte Internet aux nouvelles contraintes, aux nouvelles utilisations? Elle va le faire de son côté et donc là, ça ne va pas fonctionner comme il faut s'il n'y a pas de consensus global. Voilà une des questions auxquelles il faudra répondre. Qui fait quoi et comment, dans quel objectif? Merci Esther. Quand je vois la question qui nous est posée, une des premières remarques que j'ai, c'est j'ai tellement l'impression d'avoir déjà vu ça et du style, comme ça n'a pas été inventé ici, il faut que nous on l'invente. Je suis pour qu'il y ait des innovations. Est-ce que pour ça on doit on doit tout arrêter? Est-ce que quand on avait le Minitel, est-ce que quand on avait le Minitel, il a fallu tout arrêter? Est-ce qu'aujourd'hui, avec Internet, il faudrait tout arrêter pour faire autre chose? Je ne suis pas sûr que ce sera aussi simple que ça, mais l'avenir nous le dira. L'intérêt pendant le confinement, c'est que d'une part, on a été beaucoup plus à travailler en ligne, mais il y a eu d'autres usages de l'Internet qui se sont développés. Par exemple, les enfants se sont retrouvés dans la situation d'être obligés de suivre des cours en ligne. Ça a obligé les enseignants à se mettre en ligne. Je ne suis pas du tout sûr que l'ensemble des ministères de l'éducation nationale ou pas dans chacun des pays étaient prêts à ça, que les enseignants étaient prêts à ça, que le réseau était prêt à ça. Les jeux en ligne se sont développés de toutes sortes et avec la participation d'amis, avec des échanges. Bien évidemment, les possibilités de chat, de discussion avec ses enfants ou sa famille ou ses parents qui étaient loin et qui ne pouvaient pas venir nous rencontrer. Et puis, pour être aussi tout à fait ouvert, les sites pour adultes, leur usage s'est aussi développé. Et bien évidemment, tout ça a eu aussi des conséquences sur les connexions dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose qui était… comment vous avez-vous vécu cela? Moi, je sais que j'avais un grand-fils qui était venu à la campagne et qui a dit mais le réseau là il n'est pas suffisant pour que je puisse jouer, que toi tu puisses faire tes conf calls et que maman puisse faire ses activités d'élu local. Et est-ce que vous avez vécu ce même genre de choses, ce même genre de problème de réseau et d'usage? Qui veut intervenir? Vas-y, Olivier. Merci Sébastien. Alors, bon, tous ces problèmes techniques, etc., c'est vraiment au niveau local. Oui, aux alentours de 6h, 6h30 le soir, la connexion se dégradait, c'était un peu moins bien. Mais bon, ce sont les aléas. Et je ne pense pas que… Je pense que ça, ce sont des problèmes que l'on peut avoir au niveau local maintenant, mais il y a toujours une solution technique à cela qui, certes, requiert de l'investissement. Je pense qu'on est moins touché par cela dans un pays comme la France qu'en Afrique, où je sais que d'abord, tout est plus cher. Parce que les distances sont énormes, parce que au niveau d'équipement, il y a beaucoup d'investissements à faire.
Donc, je crois qu'on a peut-être moins de problèmes, même si on a nos propres déserts, ce qu'on appelle les déserts numériques. Et je vois ça en France, je vois ça en Angleterre, hein, les déserts numériques qui d'ailleurs devaient être réduits. Il y avait un National Broadband Plan en Angleterre qui avait été voté il y a quelques années. Et puis finalement, on n'est toujours pas aux 99% ou 95% de connexion. Donc, mais bon, ce sont des problèmes qui sont, je dirais, assez, je ne veux pas dire purement technologiques, mais assez basés là-dessus. Le problème que j'ai, moi, c'est au niveau du développement d'Internet. Jusqu'à un certain point, on parlait de quelque chose de technologique, d'innovation, de tout ça. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans alors, ce n'est pas une guerre numérique, loin de là, c'est une guerre idéologique, en fait. Il y a deux idéologies, peut-être plus, peut-être trois, peut-être quatre idéologies qui sont en train de s'affronter petit à petit. Et le Covid-19 nous a peut-être été un effet catalyseur là-dessus. Parce que on s'est aperçu, le monde s'est aperçu qu'Internet, en fait, c'est de plus en plus stratégique. Et donc, on est arrivé dans une confrontation qui est beaucoup plus idéologique en disant, ben voilà, on veut l'Internet tel que l'on le veut nous-mêmes. Là, je parle au niveau pas de l'utilisateur, hein, je parle là au niveau gouvernemental, au niveau d'un pays. Et on veut que les autres utilisent le même Internet que nous. Et alors que ce clash idéologique a déjà existé pendant assez longtemps, je pense que nous allons de plus en plus vers cette direction. Et c'est d'ailleurs de là que l'on voit donc les présentations de Huawei et ces idées d'un nouvel Internet qui pourra traiter les utilisateurs comme vraiment des consommateurs d'informations, consommateurs de services, qui n'est pas d'ailleurs très loin de l'autre idée de l'autre côté, qui est aussi, ben oui, les consommateurs d'Internet, les consommateurs de services, les consommateurs, on veut leur vendre des choses, alors que finalement, l'Internet tel qu'on avait imaginé au démarrage, qu'on aurait voulu voir au démarrage, c'était cet échange où chacun pouvait échanger avec l'autre et pas cette idée de top-down en disant, voilà, on va vous vendre de la politique et vendre des produits de l'autre. Merci Olivier. Est-ce que Esther, tu veux nous donner ton point de vue sur cette situation et comment tu l'as vécu depuis le Cameroun? Ça va venir, le réseau va arriver et tu vas avoir droit à ton micro, j'espère, rapidement. C'est marrant, je ne pensais pas que l'ouverture et fermeture du micro demandait un temps de latence aussi important. Mais ça ne vient toujours pas. Bon. Bon, ben Esther, dès que tu as retrouvé un micro, tu nous fais signe et on te repassera la parole. Donc on va continuer. Merci Esther. Dans cette crise, une des choses aussi qui a été importante, c'est la mise en place d'outils numériques pour le suivi de l'évolution de la pandémie. Le nombre de graphiques que l'on a pu voir montrant l'évolution, quand est-ce qu'on allait atteindre le pic, comparer les différents pays, les différentes situations était un élément important. Et puis maintenant, il y a un certain nombre d'applications qui doivent permettre de suivre l'évolution de la pandémie, donc des applications du style, comme en France, qui s'appelle Stop Covid. Une des questions que ça me semble poser, c'est
qui protège qui? C'est nous qui protégeons nos voisins, c'est les gouvernements qui protègent les citoyens, chacun de nous qui protégeons nos amis. Et qu'est-ce que dans tout ça peut faire l'utilisateur lambda d'Internet? Je vais juste vous lire rapidement le conseil scientifique mis en place par le gouvernement français vient il y a quelques jours, il y a 5 jours, le 4 juin, de rendre un avis où il insiste sur la nécessité d'une gouvernance claire, opérationnelle et en partie territorialisée. Elle devra inclure des compétences scientifiques et sanitaires, mais aussi interministérielles et plus largement institutionnelles. Mais il rajoute, l'association d'acteurs de la société civile et de la vie économique est de nature à renforcer sa légitimité ainsi que l'adhésion aux mesures envisagées dans chaque scénario. Sur ce dernier point, le souhait du Conseil scientifique d'une plus grande implication citoyenne dans les discussions et décisions n'a pas été entièrement suivi par le gouvernement. Et je rajoute, moi, c'est un pléonasme, ça. Le jour où les gouvernements, et le nôtre en particulier, décidera que les citoyens peuvent dire des choses utiles et intelligentes, eh bien, on aura fait un grand pas en avant. Voilà la situation. Comme Esther, tu n'as toujours pas malheureusement retrouvé ton micro, je vais demander… Ah, Allô? si, c'est bon, tu l'as retrouvé. Ben, si tu veux intervenir, vas-y, c'est le bon moment. Profites-en. D'accord. Alors, la question, déjà au niveau du Cameroun, on n'a pas eu d'application Stop Covid implémentée par l'administration. Et même les startups qui avaient des solutions pour soit comptabiliser et donner la situation de l'évolution de la pandémie ou d'autres applications, je ne saurais dire pour quelles raisons elles n'ont pas été utilisées par l'État. Du coup, on n'a pas ce type d'application. Et même si on les avait, on a il y a la question des données personnelles, la protection des données. Théoriquement, c'est à l'administration de protéger les données des citoyens, des utilisateurs finaux. Et on n'a malheureusement pas encore de loi spécifique sur la protection des données personnelles. Elle est en cours d'élaboration. Il me semble même que Covid a renvoyé sine die les réunions. Il y avait des réunions qui étaient prévues courant le mois de mars et d'avril pour le comité de rédaction de cette loi. Et comme je disais tout à l'heure, ils ne veulent pas forcément continuer ce genre de discussion en ligne. Du coup, le processus a été interrompu. Mais clairement, la responsabilité première de la protection du citoyen dans ce genre de cadre, elle appartient à l'État. Mais s'il était défaillant, il faudra bien se protéger à son propre niveau en tant qu'utilisateur final et donc faire attention aux informations qu'on divulgue chaque fois qu'on utilise une application sur Internet. C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est plus, là c'est l'avocat qui parle, c'est plus des contrats d'adhésion. Vous pouvez dire oui ou non. Si vous dites non, vous n'avez pas de possibilité d'adapter le système ou l'application à votre besoin, à vous. Vous êtes exclu de son utilisation si vous n'acceptez pas les conditions d'utilisation. Ça, c'est une autre question qui devrait être réglée dans le processus de normalisation parce qu'on n'a pas vraiment le choix au moment d'utiliser une application. Soit on clique oui et on peut l'utiliser, soit on clique non et on ne peut pas l'utiliser. Donc, on n'a pas de contrôle effectif sur ce qui va être fait des données. On peut juste peut-être dénoncer et signaler au régulateur l'antique, mais le citoyen, lui, il est un peu démuni. Et c'est peut-être pour ça que la solution proposée par le comité scientifique chez vous, d'impliquer plus les utilisateurs finaux, les entreprises dans cette protection des données, c'est pour le moment, c'est peut-être la seule voie dans notre contexte. Qu'on ait plus d'éducation pour les utilisateurs sur comment ils utilisent leurs données, comment ils divulguent leurs données sur Internet et surtout comment reporter les violations ou les comportements qui sont anormaux au niveau de l'administration, qui, elle, a la charge principale de protéger les données des citoyens. Voilà. Merci beaucoup, Esther. Olivier, est-ce que tu veux intervenir? Oui, merci Sébastien. Je vais essayer d'être bref. Je pense que on a vu une multiplication des applications Stop Covid maintenant. Chaque pays, j'ai l'impression, a
son app qui va être l'app miracle qui va pouvoir aider tout le monde. Alors, c'est amusant parce que, amusant, pas amusant, mais curieux, je vais dire, parce que dans certains pays, donc, ce sont des applications qui vont donner le positionnement de chaque personne qui fait marcher l'application. Donc, il n'y a aucun souci de vie privée, de tout ça. D'ailleurs, on peut utiliser l'application pour toutes sortes d'autres choses, en plus de cette idée de stopper le développement du Covid. Et puis d'autres, comme celle en France, demandent quand même que les personnes volontairement fassent marcher cette application. Et je ne sais pas, le problème qu'on a vu, et ça c'est juste mes idées personnelles, mais le problème que l'on a vu, c'est que ce ne sont pas ceux qui savent qu'ils sont infectés qui sont ceux qui le donnent à tout le monde. En fait, ce sont ceux qui ne le savent pas. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir mettre sur votre application « Oui, je suis en ce moment infecté en COVID » quand en fait vous restez à la maison et si vous ne le savez pas, si vous ne savez pas que vous avez le Covid et que vous vous baladez dans la rue avec votre téléphone, ben vous n'avez pas mis que vous avez le Covid, ça ne sert absolument à rien. Je pense que c'est vraiment un peu placebo. Voilà, maintenant on a une app. Hein, on a presque tout dans la vie a une app et on a une app contre le Covid, c'est super. Je pense que les masques sont beaucoup moins chers. Ça a été moins cher à développer et puis ça aide beaucoup plus. Et puis les gestes barrières vont faire beaucoup plus de choses qu'une application où, comme je l'ai dit, la plupart des gens qui ont contaminé d'autres ne savaient même pas qu'ils l'avaient le même. Merci Olivier. Esther, est-ce que la situation au Cameroun était la même que dans les pays européens par rapport à l'école? Est-ce que les écoles se sont arrêtées? Comment est-ce que l'éducation a pu ou pas continuer? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu différentes de ce qu'on peut imaginer en Europe ou bien sur lesquelles tu voudrais intervenir? Merci. D'accord, merci. Alors, comme en Europe, à partir du 17 mars, une des premières mesures qui a été prise, c'était la fermeture des écoles et des universités. C'était d'abord pour 15 jours et après, on a renouvelé. Elles ont repris officiellement le 1er juin. Donc, toutes les écoles étaient fermées et ça a pris un peu de temps pour mettre en place des systèmes d'enseignement à distance, avec la particularité qu'on a des problèmes d'accès à Internet dans les zones en dehors des grandes villes. Donc, on a trouvé un système hybride. Certaines grandes écoles privées avaient déjà pour certains des systèmes de cours en ligne. Elles les ont renforcés. Le ministère de l'Enseignement supérieur a pris un peu de temps pour élaborer des outils pour les cours en ligne pour l'université. Et pour les écoles, certaines écoles privées seulement avaient des cours en ligne. Et ce que le gouvernement a fait, c'est d'utiliser la télévision et la radio parce que c'est l'outil qui est le plus répandu sur toute l'étendue du territoire national, sachant qu'on a également des problèmes avec l'approvisionnement en énergie électrique et que dans les villages reculés, les gens ont parfois des radios qui fonctionnent avec des piles. Donc, la plupart des cours pour les classes d'examen ont pu être donnés pendant cette période de confinement, entre guillemets, parce qu'on n'était pas complètement confinés, comme vous, pendant la période où les écoles étaient fermées. Donc, c'était les cours en ligne, surtout pour les universités et certaines écoles privées. L'utilisation de la télévision et de la radio pour les principales matières pour les classes d'examen. Et là, la reprise le 1er juin, c'est juste les classes qui ont des examens officiels à présenter, qui ont repris. Toutes les autres classes, leur année s'est arrêtée là. Donc, je crois que c'est plus ou moins les mêmes choses parce qu'à la reprise, c'était respect des règles de distanciation sociale dans les classes. Donc, on a réduit le nombre d'élèves par classe, obligation de port de masque, et toutes les autres mesures qu'on pouvait prendre au niveau physique. Donc là encore, on avait le handicap du faible taux de couverture Internet pour que cette solution puisse être appliquée sur toute l'étendue du territoire et le problème d'énergie électrique qui empêche de pouvoir avoir accès à Internet comme il se doit. Merci beaucoup Esther. On voit là, et c'est bien que tu sois avec nous, que quand nous, on parle de gouvernance d'Internet, on a souvent en tête, oui, on a des zones blanches, mais globalement, on peut accéder à Internet. On voit que dans une partie du monde,
encore très importante aujourd'hui. Il n'y a pas d'accès à Internet parce qu'il n'y a pas d'énergie électrique, parce qu'il n'y a pas de bande passante. Et donc, il faut absolument qu'on n'oublie pas cet élément essentiel que l'objectif, c'est que tout le monde soit connecté. Je dirais heureusement, il y avait il y a l'usage du téléphone qui est beaucoup plus répandu, ou en tous les cas, l'usage de l'Internet en utilisant un téléphone dit smartphone est très importante dans beaucoup de pays, en particulier dans les pays africains, parce que la question de la bande passante et des systèmes, la présence d'ordinateurs ou d'électricité est un vrai souci. Donc merci de cette information, parce que je pense que ça doit nous mettre aussi une image un peu plus globale que celle que nous avons tous les jours, et c'est un élément très important. Il nous reste une petite demi-heure. Je vais vous proposer qu'on essaye de retourner un peu sur les questions un peu plus strictes de gouvernance d'Internet, et qu'on essaie de regarder comment est-ce qu'on peut utiliser les outils de gouvernance de l'Internet, ce qui s'appelle de bas en haut ou bottom-up en anglais, multi-acteurs, multi-stakeholders, mais aussi le consensus, comment est-ce qu'on le met en place, comment est-ce qu'il se développe. Est-ce qu'il est encore possible de prendre des décisions ensemble, alors qu'on est dans une situation où ce qui est en jeu, c'est la santé de chacun et de tous, la sécurité de chacun et de tous, et que on peut avoir l'impression que finalement, ça doit être dans les mains des pouvoirs publics, du gouvernement, du président de la République, du roi ou de ses affiliés, et que nous, on ne devrait pas avoir notre mot à dire dans cette situation. Est-ce que vous avez, on va commencer par Olivier, des éléments, des pensées autour de ça, s'il te plaît. À toi. Inutile de dire, Sébastien, que je suis totalement pas d'accord en disant qu'on n'a plus notre mot à dire avec cette situation. Je pense que dans nos pays démocratiques, j'espère, oui, nos pays démocratiques, je pense qu'il y a de plus en plus de populations qui disent qu'ils sont quelquefois pas d'accord avec les choses, et on le voit d'ailleurs avec le nombre de manifestations, que ce soit aux États-Unis, en Europe, dans le monde entier d'ailleurs, pour beaucoup de sujets. Hein. Je ne regarde pas un sujet spécialement, mais et il est donc clair que les populations, d'un côté, élisent des personnes au pouvoir, mais aussi aiment faire un suivi plus rapproché qu'ils ne le faisaient peut-être à l'époque. Et donc, pouvoir transformer, disons, enfin, l'Internet, en fait, n'est qu'un miroir de notre civilisation. Et je pense qu'il est important aujourd'hui pour les peuples de pouvoir dire, ben voilà ce que je veux, non seulement en mettant quelque chose dans une urne, mais ou en mettant un vote dans une urne, mais aussi en participant à l'élaboration de ces choses-là. Et au niveau politique dans la vie réelle, et au niveau du développement du réseau Internet lui-même. Parce que c'est vraiment aujourd'hui, je le répète, hein, une composante majeure du tissu social et économique du monde. Et donc, je ne peux pas imaginer un lendemain où Internet serait totalement différent, où des utilisateurs finaux, ou même il n'y aurait plus de système multi-acteurs pour pouvoir gérer cette ressource. Qui pourrait du coup être totalement manipulé, utilisé à des fins privées, et totalement dans un sens inverse de l'intérêt public
qui aujourd'hui est l'utilisation que l'on fait de cet Internet. Chacun utilise l'Internet d'une façon différente, mais il est clair qu'il n'y a pas un Internet ou une utilisation Internet, il y en a beaucoup. Merci Olivier. Je crois que c'est très important de considérer que en fait, la situation dans laquelle on a vécu nous a montré qu'il y avait besoin de la voix des citoyens, que si on disait bah, tout doit être décidé, tout peut être décidé. Je vais vous prendre un seul exemple. On est dans une très drôle de situation à propos des masques. Il n'y en avait pas. Donc, les citoyens ont pris en charge ça. Alors, des citoyens ayant des compétences, des couturières ici, des entreprises qui faisaient déjà des choses autour des vêtements là. Donc, il y a eu une mise en place des développements. Moi, je sais que dans le village dans lequel j'habite, on a fait en sorte de trouver des couturières pour faire 1000 masques qui ont pu être ensuite distribués à la population. Il s'avère que le tissu et les élastiques ont été fournis par le conseil départemental. Et donc, il y a eu ce projet-là est un exemple d'un projet multi-acteurs où chacun a apporté sa compétence à l'édifice. Les élus ont ensuite été distribués ça dans l'ensemble des foyers du village et ça a été utile. Aujourd'hui, on se retrouve dans la situation où nous, on en a, donc il n'y a pas de problème majeur. Mais les entreprises qui se sont lancées là-dedans, elles se retrouvent en concurrence avec des millions de masques qui sont arrivés de Chine, alors que justement, ce qui était un des problèmes de la pandémie, c'est que bah, plus rien ne pouvait arriver de Chine. Et donc, on a mis en place des solutions internes au pays. Et aujourd'hui, on les retrouve en pleine déconfiture et qui va rajouter dans la difficulté économique dans laquelle on va rentrer. Donc, c'est pour montrer que cette histoire de multi-acteurs est absolument essentielle et pas seulement pour 2 minutes. C'est-à-dire qu'il aurait fallu prendre en compte le fait que, ben, oui, à partir du moment où on demande à une entreprise de mettre en place une chaîne de fabrication de masques, ben, elle ne va pas le faire juste pour 5 minutes, elle va le faire pour un plus long terme. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller demander à l'autre bout du monde de nous apporter des trucs qui, pour une part, ne fonctionnaient pas bien d'ailleurs. Et je crois que c'est vrai sur l'ensemble des sujets liés à l'Internet, à sa gouvernance. Il est important. C'est pour ça que je vais revenir 2 secondes sur la discussion autour du panel de haut niveau des Nations Unies. Donc, je trouve absurde que ce ne soit pas réellement multi-acteurs, etc. Mais la prochaine étape sera une consultation des citoyens. J'aimerais mieux que ce soit un peu plus que la consultation, que ce soit un avis des citoyens. Mais il faut qu'on y prenne notre part. Ce sera au mois d'octobre, je ne sais pas la date exacte. Si l'un de vous la connaît, merci de le mettre dans le chat ou d'intervenir. Mais je crois que ce sera un élément important. Et l'autre élément de développement du multi-acteur doit se faire sur la base du développement des besoins et de l'explication des besoins. Par exemple, là, les questions de bande passante. Par exemple, alors là, c'est beaucoup plus technique, mais je suis persuadé que on serait tous bien plus heureux aujourd'hui. Non, pardon. Mais on aurait un Internet beaucoup plus facile à gérer et qui se développerait beaucoup mieux si l'ensemble des acteurs étaient passés à IPv6. C'est un clin d'œil à mon ami Samy qui se bat tous les jours pour que l'IPv6 se développe en France. Donc, la date pour cette réunion avec les citoyens sur la discussion autour du panel de haut niveau sera le 10 octobre. Donc, mettez ça dans votre agenda. Je suis sûr qu'on essaiera de faire quelque chose autour de ça tous ensemble. Voilà quelques éléments
Je sais que IPv6 est aussi un élément qui tient beaucoup à cœur, Olivier. Peut-être que tu peux nous dire 2 mots et puis je demanderai ensuite à Esther si elle a envie de nous parler aussi de cette situation, ces éléments-là dans son pays. Olivier, à toi. Oui, merci Sébastien. IPv6, oui. Je crois que je dois avoir une bonne moitié de mes cheveux blancs causés par l'IPv6. Ou plutôt le manque d'IPv6, c'est-à-dire que aujourd'hui je lis encore ou je reçois de temps en temps encore des rapports de certaines sociétés où il est mis que l'IPv6 c'est quelque chose de tellement nouveau, c'est pas encore une technologie très stable, on ne sait pas trop, donc il ne faut pas trop se lancer en IPv6. Et puis si vous avez un problème sur le réseau, c'est peut-être l'IPv6, donc il faut arrêter l'IPv6. Et on oublie que l'IPv6, en fait, c'est là depuis plus d'une dizaine d'années, d'ailleurs depuis plus que ça, presque 20 ans, et que la technologie est déjà éprouvée et que des sociétés comme Google, comme Amazon, comme Facebook l'utilisent pour leur réseau local. Hein, ils ont tous leurs serveurs et tout ce qui est derrière marche en IPv6. Alors, je ne sais pas, bon, ce sont quand même des sociétés qui sont plutôt grandes, qui ont un certain succès, hein. Si l'IPv6 n'était pas tellement stable, je ne pense pas que ces sociétés se seraient lancées pleinement là-dedans. Et c'est malheureux de voir ça parce que je vois aujourd'hui encore trop d'entreprises qui hésitent et qui disent « Ah oui, mais c'est cher, ça va être plus cher. » Et lorsqu'on regarde tout cela, on se dit « Oui, peut-être cher aujourd'hui, mais il faut aussi savoir que comment dire, la façon dont un réseau IPv6 est géré est un peu différente de la façon dont un réseau IPv4 est géré et quelquefois ça simplifie les choses et donc c'est un petit peu comme les appareils énergivores d'antan que l'on change par des appareils qui sont peut-être un peu plus chers à l'achat mais ensuite qui utilisent moins d'énergie. À la longue, il est extrêmement important d'aller vers l'IPv6 et d'être prêt. Pas parce qu'on va arrêter l'IPv4 un moment, mais parce que le monde aujourd'hui a besoin de plus en plus d'adresses, puisque nous avons de plus en plus de produits qui sont connectés. C'est plus les ordinateurs seulement, c'est presque tout est connecté, et donc vous réduisez vraiment votre capacité de connexion ou d'interconnexion si vous n'utilisez pas l'IPv6. Il est clair qu'il y a encore beaucoup de fournisseurs d'accès qui n'ont pas IPv6, et j'ai même eu une interaction dernièrement avec un grand fournisseur de services DNS, un registrar, comme on dit, un registraire en français, qui est un des plus grands au monde, qui aujourd'hui ne supporte pas IPv6 sur leur serveur DNS. Et donc, même si vous êtes un client qui a IPv6, vous ne pouvez pas, votre serveur DNS n'est pas en IPv6. Je leur ai posé la question pourquoi. Et ils m'ont dit, à l'époque, ils pouvaient dire parce que personne ne le demande. Maintenant, ils ont dit parce que puis bon, puis j'ai pas reçu de réponse finalement. Donc ils m'ont dit oui, je vais vous donner une réponse et puis je l'ai pas reçue jusqu'à maintenant. Donc je pense qu'on est arrivé à un point où il n'y a plus de questions. Il faut vraiment agir. Merci Olivier. Esther, si tu veux dire 2 mots, non pas sur IPv6, mais je voulais revenir avec toi sur la question du développement du consensus et de la participation des uns ou des autres. Tu es depuis pas très longtemps présidente du chapitre Internet Society au Cameroun. D'abord, félicitations et bon courage pour cette élection et cette responsabilité. Qu'est-ce que tu penses amener en termes de gouvernance d'Internet dans ton pays en ayant pris cette responsabilité et avec le chapitre de l'Internet Society du Cameroun? Merci. Alors, je te remercie pour la question. Déjà, même pendant la campagne, j'insistais beaucoup au niveau du plan d'action sur le fait que Internet Society, le chapitre Cameroun devait être partout où on discutait des questions liées à Internet, évidemment de la gouvernance, devait être impliqué dans le processus de prise de normes. Chaque fois qu'il y avait un événement comme le Covid, au tout début de la crise, je me suis fait recevoir au ministère pour dire ce que nous, on pouvait apporter en tant que chapitre
pour assister le gouvernement dans la prise en main de la crise, surtout que tout allait être dans le digital. Donc, je suis une fervente partisane du bottom-up approach qu'on a déjà eu à faire dans un autre cadre au Cameroun pour la préparation d'une loi. Donc, il devrait dupliquer ça aussi au niveau d'Internet Society, parce que si on ne part pas de l'expérience terrain, de ce que les communautés techniques, ce que les utilisateurs vivent au quotidien, ce qu'ils ont comme expérience, comme difficulté avec la bande passante et tout, si on n'a pas cette information qui vient du bas, évidemment, tout ce qu'on va prendre comme décision en haut pour gérer Internet, pour gouverner Internet, pas seulement sur le plan légal, en termes de projets, en termes de textes de loi, etc., ça sera biaisé et ce sera difficilement applicable sur le terrain. Donc, tout de suite après l'élection, c'était ça le principal point de notre action, aller vers toutes les composantes de la gouvernance Internet, pas seulement l'administration, le ministère, les régulateurs, mais aussi les autres acteurs, la communauté technique, les utilisateurs finaux, pour qu'il y ait justement cette coordination de tous les acteurs du domaine. Si ce n'est pas fait, on aura du mal à avoir une gouvernance optimale d'Internet et donc un Internet plus sûr et accessible à tous, comme Internet Society a comme objectif. Et je pense que dans la crise actuelle, c'est une opportunité pour les chapitres ISOC pour faire une petite pression pour que l'avis des utilisateurs, de la communauté technique, de toutes les personnes qui ne sont pas le gouvernement, soit plus prise en compte dans toutes les prises de décision. On a vu que ce soit ici chez nous ou chez vous qu'ils étaient assez démunis au début de la crise pour gérer tout ce qui arrivait, surtout dans la partie gestion par Internet des choses. Donc, je pense que c'est une opportunité pour nous les chapitres, de faire plus entendre la voix de tous les autres acteurs qui ne sont pas l'État ou qui ne sont pas les grosses entreprises qui, elles, peuvent faire du lobbying. Lorsqu'elles ont intérêt, comme Olivier a dit au début, quand elles ont intérêt, elles se débrouillent pour être là où ça se décide. Mais quand elles n'ont pas d'intérêt, ça n'avance pas vraiment. Je pense que c'est une opportunité dans ce sens de pouvoir plus pousser la collaboration multi-acteurs dans la gouvernance d'Internet. Merci beaucoup, Esther. Est-ce que est-ce que tu penses que ce qui s'est vécu pendant cette crise va être maintenu d'une certaine manière, une écoute plus attentive, plus ouverte sur les besoins des utilisateurs, ou est-ce que tout le monde va retourner chez soi avec sa façon de faire d'avant et oublier? Et j'ajouterais, si grâce à ça ou d'une façon sur d'autres sujets, si tu pouvais apporter quelques mots de conclusion pour qu'on se dirige tranquillement vers la fin de notre session. Merci Esther, à toi. Je pense que c'est quasiment impossible qu'on retourne à notre fonctionnement d'avant et je leur ai dit en réunion à plusieurs reprises que de toute façon, ils seront forcés d'une certaine manière à prendre plus en compte les autres acteurs pour gérer les questions de gouvernance parce que je ne pense pas qu'on puisse retourner au normal d'avant. Internet aura une place plus grande dans toutes les activités. Ceux qui ont goûté, entre guillemets, au télétravail à la maison, à la possibilité de ne pas voyager pour aller faire une réunion, ils ne vont pas forcément vouloir retourner à la vie d'avant où on devait courir aux réunions physiques, prendre beaucoup d'avions pour aller gérer X ou Y choses. Je pense qu'il y aura un avant, un après et c'est une opportunité d'améliorer la gouvernance, en tout cas de notre côté, dans notre pays. J'ai insisté dessus à chaque fois que j'ai pu avoir des réunions avec l'administration, ceux qui gèrent au niveau du ministère, en leur disant que vous ne pouvez pas retourner en arrière. Là, la crise est en train de vous forcer à accélérer un peu un processus pour lequel vous traîniez un peu la patte. Et donc, il y a des acteurs qui sont là, qui sont prêts à collaborer avec vous. Il y a les utilisateurs, il y a la communauté technique, et puis il y a ISOC qui est là et qui peut servir de pont entre ces autres acteurs-là et vous de l'administration pour que vous ayez l'information qui vient du terrain, sur ce qui se passe concrètement, quelles sont les difficultés, sur quel point il faut agir. Par exemple, la bande passante,
les DNS, puisqu'il y aura il y a beaucoup plus de personnes qui font leur activité sur Internet. Il y a eu beaucoup de création de noms de domaine. Il faudra améliorer l'infrastructure pour que ce soit stable et que tout le monde, que ce soit les entreprises qui migrent de plus en plus sur Internet ou l'éducation qui se fait en ligne en ce moment, que tout le monde puisse avoir un Internet stable et que ça permet d'atteindre les objectifs de chacun des acteurs. Et donc, mon mot de conclusion, ce serait que plus qu'un problème, moi, je vois le Covid comme une opportunité pour avoir un meilleur Internet et donc avoir une meilleure gouvernance. Il faudrait juste que nous, de ISOC, on puisse pousser pour que les personnes qui décident prennent en compte l'aspect multi-acteur de la gouvernance d'Internet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Esther. Merci pour ces mots de conclusion. Olivier, à toi. Oui, merci Sébastien. Et je rejoins Esther dans ce qu'elle nous a dit. Je pense que c'est absolument vrai. Nous vivons dans un nouveau monde, vraiment, où, comme d'ailleurs Antoine l'a mis sur le chat, hein, on nous a dit « Ah, mais on ne pourra jamais faire de télétravail en France. On ne pourra jamais faire de télétravail à cause de ci, à cause de ça. » Les gens souvent ont tendance, malheureusement, sur le vieux continent, de dire « Non, on ne peut pas ». De trouver une raison pour laquelle on ne peut pas. Et c'est quelque chose que je n'ai pas vu il y a une vingtaine d'années dans la Silicon Valley, parce que il y a une vingtaine d'années dans la Silicon Valley, c'était oui, on peut. Et si quelqu'un me dit qu'on ne peut pas, ben, trouvez-moi une solution et revenez demain. Et si vous n'avez pas de solution demain, ben, ne revenez pas. Donc voilà, c'était assez hard, assez dur. Je pense que oui, le Covid-19 nous a vraiment mis maintenant, cette crise nous a mis devant des choix où il n'y avait finalement pas de choix, il fallait aller en ligne. C'est bien dans un certain sens, ça a introduit un tel changement, un tel bouleversement que j'ai quand même des craintes au niveau de l'emploi, au niveau de la mixité, pas la mixité, mais de la, comment dire, du progrès social et surtout de la stabilité sociale, voilà, parce que ça change vraiment les habitudes des gens. Et beaucoup d'habitudes qui changent ensemble, ça change aussi un peu la société, ça change un peu nos modes de fonctionnement. Donc, comme pour tout changement, il y a toujours une période d'instabilité. J'espère que cette période d'instabilité sera la plus courte possible, que l'on retrouvera nos marques dans ce nouveau système et qu'en même temps, il n'y ait pas de perte de terrain pour cette gouvernance multi-acteurs, multi-parties prenantes qui est extrêmement importante. Comme il a été dit, oui, il y a eu des décisions qui ont dû être prises aujourd'hui par les gouvernements parce que c'était des décisions qui devaient être prises rapidement, donc sans consultation. J'espère que nous ne continuerons pas dans une telle optique avec des décisions tout le temps prises sans consultation. Et puis, c'est un peu l'effet 9/11, n'est-ce pas, hein? Il se passe quelque chose de terrible et du coup, très rapidement, on prend des décisions pour quelque chose, on met des lois supplémentaires, on met en place des systèmes et puis on s'aperçoit quelques années plus tard qu'elles ont été détournées et utilisées à des fins un peu moins nobles que les utilisations originales. Et je pense qu'il va falloir faire attention à ça, car il y a eu en effet, on en a parlé, hein, des développements, cette app qui est partout. Je pense que s'il y a quelques années, on vous avait dit, voilà, vous allez pouvoir télécharger une app qui va vous suivre et qui va vous dire qui vous avez rencontré ces 20 derniers jours, ces 20 derniers jours, ces 20 derniers mois, parce que ça, c'est pas seulement des jours, mais mois et tout. Beaucoup d'organisations de la société civile se seraient retournées en disant, attendez, halte, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, bon, il est clair que la crise sanitaire a fait qu'on a dû prendre des décisions et mettre en place des systèmes et les gens sont prêts à accepter ces choses-là, sont prêts à accepter peut-être à être suivis un peu plus qu'ils ne l'étaient avant. Mais j'espère que ça ne sera que pour la crise et pas utilisé à d'autres fins plus tard. Voilà. Donc, j'ai d'un côté un côté optimiste en disant oui, il y a un nouveau monde. De l'autre côté, j'ai toujours une crainte que ce nouveau monde ne soit pas seulement fait d'amour et d'eau claire, mais qu'il y ait aussi des choses un petit peu plus glauques qui tournent autour. Merci. Merci Olivier. Et avant de tirer quelques conclusions, je voudrais passer la parole à
Lucien, qui est secrétaire général d'ISOC France, pour qu'il nous dise quelques mots sur le cadre de cette réunion et puis les prochains webinaires pour qu'on puisse vous avoir là aussi aux prochaines réunions organisées par ISOC France. Lucien, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Ou est-ce que tu m'as abandonné? Bon, eh ben, s'il arrive, je lui passerai la parole. Mais donc, il y a un webinaire. Le webinaire suivant sera sur une souveraineté numérique à repenser. Le troisième sera façonner une éducation au numérique pour toutes et tous. Et le quatrième sera autour de la promotion des normes et standards ouverts à l'heure de la crise. Et puis, tout à fait, Sébastien. Est-ce que vous m'entendez correctement? Maintenant, on t'entend. À toi. Est-ce que tu m'as abandonné? Ah, parce que tu es, vas-y, à toi. Un webinaire, le webinaire suivant sera sur une souveraineté numérique à repenser. Le troisième sera façonner une éducation au numérique pour toutes et tous. Et le quatrième sera autour de la promotion des normes et standards ouverts à l'heure de la crise. Et puis, tout à fait, Sébastien. Est-ce que vous m'entendez correctement? Maintenant, on t'entend. À toi. Parce que tu es, allez, quoi. Le webinaire suivant sera sur une souveraineté numérique à repenser. Le troisième sera façonner l'éducation au numérique pour toutes et tous. Coupe ton micro, Lucien, parce que effectivement, on a réentendu ce que j'ai dit. Bon, tu peux couper le micro d'ISOC France, ce serait super, Lucien. Et puis, est-ce que donc on va s'entendre 3 fois, je vais m'entendre 3 fois la même chose. Donc merci d'être là. On va conclure. Merci de votre participation. J'espère que ça vous a intéressé. Nous sommes à votre disposition à ISOC France pour continuer cette discussion et merci à vous de vous inscrire pour les prochains webinaires. Je voudrais particulièrement remercier, en plus de votre participation, Olivier et Esther pour leur intervention. Je pense que la vision un peu plus loin que juste la France avec ce qui se passe en Angleterre, l'expérience qu'a Olivier au niveau mondial et celle d'Esther au Cameroun, mais aussi plus largement dans d'autres pays africains et bien évidemment dans le monde entier était très intéressante et utile. On a parlé de gouvernance d'Internet, on a parlé aussi de choses un peu techniques. On a parlé d'IPv6, on a parlé de DNS, on a parlé de multi-acteurs, de Covid-19. Tout ça est pour une grande partie de notre vie des mots qu'on utilise tous les jours. Mais je pense que c'était intéressant qu'on ait cette présentation. Donc, encore une fois, merci à tous. Il va bientôt être 20h, c'est-à-dire 18h en heure internationale. Et bientôt, la météo marine va arriver. Et vous allez pouvoir aller à votre dîner ou à votre prochaine conférence téléphonique, puisque au moins 2 d'entre nous avons maintenant une conférence téléphonique pour 1 heure de plus. Vive la Zoom fatigue et longue vie à ISOC France. À bientôt.